Le mariage, on l'a toujours présenté comme l'apogée de l'amour, le symbole suprême de l'engagement entre deux êtres. Un rêve à deux, un avenir à bâtir main dans la main entre projets communs, promesses murmurées à l'oreille et photos encadrées sur la cheminée. Mais parfois, derrière ces clichés parfaits, derrière les sourires figés dans le bonheur, se cache une toute autre réalité. Une réalité bien plus sombre, bien plus glaçante. Car oui, certaines unions en apparence solides sont en réalité des prisons dorées. Et ce qui devait être un refuge d'amour se transforme, lentement mais sûrement, en scène de crime. Bonjour à tous! 3 fois par semaine, plongez avec moi dans l'univers sombre des crimes qui ont secoué le monde entier. De disparitions mystérieuses aux meurtres les plus effroyables, nous explorerons ensemble l'injustice, l'impunité, la corruption et les jugements les plus implacables qui ont marqué ces affaires. Avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune notification. N'oubliez pas de laisser un like, cela m'aidera énormément à continuer à vous proposer du contenu. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans chaque détail de cette affaire criminelle. Le 8 mars 1956, à New York, est née une petite fille prénommée Gail Beth Katz. L'aînée du couple, formée par Emmanuel Léonard et Sylvia Katz. Lui travaillait comme cadre dans la publicité. Elle, entre 2 lessives et 3 repas, assurait des gardes dans le service des urgences d'un hôpital. 2 ans plus tard, Hélène est arrivée et très vite, les 2 sœurs ont tissé un lien fusionnel. Puis, quand Gail avait 9 ans et Hélène 7, les parents ont décidé de quitter Flatbush, à Brooklyn, pour s'installer à North Belmore, à Long Island. C'est là qu'est né le petit dernier, Steve, en 1970. Un changement de décor, mais pas de climat, car l'ambiance familiale, elle, est restée orageuse. Le tableau semblait complet, la famille parfaite, en apparence seulement. Car en coulisses, le patriarche Emmanuel avait un tempérament volcanique. Ses colères étaient aussi fréquentes que ses silences. Il rabaissait sa femme, critiquait sans cesse sa fille aînée, et n'adressait souvent plus un mot à personne après une dispute. On pouvait les voir partager un repas ou regarder la télévision. Mais dans un silence glacial, où chaque cuillère qui cognait l'assiette sonnait comme un reproche. Et pourtant, malgré ce climat pesant, Gail s'est illustrée comme une élève brillante. En 1973, elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, puis a intégré l'Université d'État de New York à Albany. Un nouvel horizon, et surtout une échappatoire. Malgré tout, son avenir académique et professionnel est resté incertain. La jeune femme a souvent lutté contre ses insécurités et elle s'est laissée happer par des épisodes dépressifs. Elle faisait partie de ces personnes qui s'accrochent désespérément à leur relation amoureuse, puis s'effondrent brutalement quand celle-ci s'achève. Après presque 5 années passées à l'université, elle a fini par perdre tout intérêt pour ses études. Alors, elle a plongé dans la consommation de drogue. À une occasion, elle est même allée jusqu'à tenter de mettre fin à ses jours. Elle s'est ouvert les poignets et a terminé hospitalisée dans un état critique. Ses parents ont paniqué. Ils savaient que l'avenir de leur fille était suspendu à un fil. Pourtant, malgré leurs efforts pour la remettre sur le droit chemin,
chaque tentative d'aide s'est transformée en dispute. Le dialogue, impossible. Chacun campaille sur ses positions et la maison s'est transformée en champ de bataille. Sylvia, désespérée, a fini par conseiller à sa fille de chercher un bon parti, un jeune professionnel, idéalement médecin, avec qui fonder une famille. À ses yeux, c'était la voie la plus simple pour se construire une vie confortable, avec quelques privilèges en prime. Mais Gail, elle, ne l'entendait pas ainsi. Elle préférait sortir, fréquenter des amis, collectionner des rendez-vous, bien loin de l'image de l'épouse modèle que sa mère essayait de lui imposer. Au milieu de cette errance, et après de multiples faux départs universitaires, elle a décidé de s'installer à Manhattan. Elle s'est inscrite à un programme de danse à l'université de New York. Elle avait du talent, oui, mais une confiance en elle proche du néant. Résultat, elle a fini par abandonner. Pas question de renoncer pour autant. Elle a alors tenté sa chance dans le travail social, mais une fois de plus, le doute l'a submergée et encore une fois, elle a quitté. Retour à Albany. Là, elle a rencontré un musicien avec qui elle a voulu explorer sa fibre artistique. Ensemble, ils ont tenté la musique et la chorégraphie. Malheureusement, l'expérience s'est révélée être un nouvel échec. Peu après, Gail a fait la connaissance d'Amanda, une jeune guitariste et claviériste. Entre elles, la connexion a été immédiate. Leur complicité est devenue si forte qu'elles se sont transformées en véritables confidentes. À ce moment-là, elle s'est retrouvée à un carrefour. Devait-elle suivre le conseil de sa mère et chercher un mari professionnel pour sécuriser son avenir, ou persister dans son désir d'exprimer sa créativité? Perdue, désorientée, elle a finalement décidé de consulter un thérapeute. Elle avait désespérément besoin d'aide et surtout d'une direction dans ce chaos intérieur. Malgré ces séances de thérapie, Gail n'a jamais vraiment su quelle direction donner à sa vie. Alors, plutôt que de se confronter à ses choix, elle a décidé de se concentrer sur la recherche d'un partenaire. Une stratégie classique, fuir les vraies décisions en se réfugiant dans l'illusion de l'amour. En 1979, Gail avait 23 ans. Elle faisait de petits boulots à Manhattan et, pour se divertir, elle fréquentait régulièrement un club de danse très populaire à Albany. C'est au tout début des années 80, grâce à son amie Amanda, qu'elle a rencontré Robert Birnbaum. Robert venait de décrocher son diplôme de médecine en 1978. Il n'était qu'un an plus âgé qu'elle, mais il avait ce charisme, cette assurance qui captive. Gail a été immédiatement fascinée. L'attirance entre eux a été fulgurante et très vite, leur amitié s'est transformée en un lien intense. Robert avait vu le jour à Newark, dans le New Jersey, le 22 juillet 1955, au sein d'une famille juive respectée. Son père, Marvin Birnbaum, était un cardiologue reconnu, prospère, marié à Nettie Bella. Quand Robert était encore enfant, la famille s'est installée à West Orange, dans une grande maison blanche qui tranchait élégamment avec les autres demeures du quartier. Dès son plus jeune âge, le garçon a montré une intelligence hors du commun, surtout pour les sciences. À seulement 7 ans, il a suivi un cours d'astronomie au planétarium Hayden, à Manhattan. Imaginez la scène. Un enfant au milieu d'une salle remplie d'adultes, absorbés par les étoiles. Mais Robert ne s'est pas contenté des sciences. Adolescent, il a pris des cours de piano et de guitare, cultivant aussi sa sensibilité artistique. Il a fréquenté le lycée de West Orange, où il s'est toujours classé parmi les meilleurs élèves.
Le jour venu, il a obtenu un score parfait de 800 points au test d'admission. Un exploit qui confirmait son intelligence brillante. À l'université de médecine d'Albany, il a accompli un véritable tour de force. Il s'est diplômé en seulement 5 ans, alors que le cursus en exigeait 8. À 22 ans, il était déjà docteur. Son secret ? Une mémoire phénoménale et une confiance en lui sans faille. Il se sentait capable de tout et il ne s'est pas limité à la médecine. Il s'est aussi intéressé au judo. Il y a appris, entre autres, à rendre une personne inconsciente en quelques gestes. Pratique ou inquiétant selon le point de vue. Il s'est aussi passionné pour l'aviation. Pendant ses études, il a suivi toutes les formations nécessaires pour devenir pilote d'avionnette. Son rêve ultime, être le premier astronaute juif. En résumé, il cochait toutes les cases du gendre idéal. Séduisant, intelligent, polyglotte, il parlait 5 langues. Adepte de la cuisine gastronomique, passionné de ski, de guitare, de judo et de pilotage. Ajoutez à ça une personnalité magnétique, un bagout impressionnant. Et vous obtenez le fameux package complet. Bref, le prince charmant en chair et en os. Enfin, en apparence. Robert avait la réputation d'être un romantique invétéré, séduisant ses conquêtes par des balades en avionnette. Gale, influencé par les conseils de sa mère, qui rêvait de la voir épouser un médecin, s'est laissé convaincre qu'elle avait trouvé l'homme idéal. Leur relation a rapidement pris de l'ampleur, pleine de rendez-vous, de vols romantiques et d'illusions de sécurité. Les parents de Gale étaient ravis. Un gendre brillant, médecin et charismatique, c'était le rêve. Mais derrière ce tableau parfait, Robert cachait une face sombre, possessif, colérique et violent. Un incident marquant l'a révélé. Dans un accès de jalousie, il a tenté de noyer le chat de Gale. Choquée, elle en a parlé à sa sœur Hélène, qui l'a suppliée de rompre. Mais aveuglée par l'amour, elle s'est obstinée, croyant pouvoir sauver Robert. Le 29 août 1982, un mois après l'incident du chat, elle l'a épousé dans une synagogue, malgré les mises en garde d'Hélène. Pour plaire à sa belle famille, elle a même accepté de porter la robe de mariage de sa belle-mère, symbole de son effacement progressif. Très vite, le mariage a tourné au cauchemar. Disputes, tensions, atmosphère étouffante. Robert contrôlait tout, la coiffure, les vêtements, les faits et gestes de Gale. Elle n'était plus qu'une marionnette, privée de liberté et de voix. Selon plusieurs témoignages, Gale avait fini par se sentir étrangère, dans sa propre maison. La solitude lui collait à la peau. Robert passait ses journées à l'hôpital, et quand enfin il rentrait, il voulait seulement dormir, pas partager un moment avec elle. Résultat, Gale se sentait ignorée, déçue. Elle avait cru qu'épouser un médecin lui garantirait un certain confort, voire une vie de petits privilèges. La réalité, un salaire moins reluisant qu'espéré et un mari absent. Bref, pas du tout le conte de fées promis. En janvier 1983, leurs beaux-parents leur ont offert un appartement dans un quartier chic de Manhattan. Sous l'insistance de Robert, Gale a repris ses études de psychologie et pendant un court moment, elle a retrouvé un semblant d'équilibre. Mais les tensions ont vite refait surface. Les disputes du dimanche sont devenues si régulières que les voisins en ont plaisanté. Le couple a consulté la psychologue Shirley Juran, qui a averti Gale « Quittez-le,
votre vie est en danger. » Elle a refusé d'y croire. Ils ont ensuite été suivis par le psychiatre Michael Stone. Après plusieurs séances, il s'est convaincu que Robert représentait un danger mortel. Il en a parlé aux familles et a même rédigé un document attestant que Gail avait été prévenue. Rester signifiait risquer d'être gravement blessé ou tué. Mais elle a persisté, affirmant « La place d'une femme est aux côtés de son mari. » Elle a refusé de signer ce papier qui aurait reconnu noir sur blanc qu'elle vivait avec son propre bourreau, malgré les avertissements répétés de la psychologue Shelley et du psychiatre Michael Stone. Gail avait confié à plusieurs amis et à sa sœur Hélène ce que les experts lui avaient dit. Toutes, sans exception, lui avaient répété la même chose. « Pars, sauve-toi, mets fin à cette relation. » Mais elle n'a rien voulu entendre. Les mois suivants se sont enlisés dans une routine délétère. Robert, absorbé par ses longues journées à l'hôpital. Gail, prise entre ses cours, ses séances de thérapie et les fameuses disputes dominicales. Ajoutez à cela les tensions financières et vous obtenez une vie conjugale où l'amour avait depuis longtemps cédé la place à l'usure. Le 7 juillet 1985, Robert s'est rendu à Montclair, dans le New Jersey, pour l'anniversaire de son neveu. Une fête familiale, organisée chez sa sœur. Gail y était invitée, mais elle n'est jamais venue. Robert s'est présenté seul, expliquant qu'une violente dispute avait éclaté le matin même et que sa femme avait refusé de l'accompagner. L'ambiance, étonnamment normale, comme si de rien n'était. En quittant la maison de sa sœur, Robert a fait un détour chez un ami proche, le docteur Scott Varnoff. Là, il lui a confié son inquiétude. Il avait essayé de joindre Gail à plusieurs reprises, mais personne n'avait décroché. Il a aussi mentionné la fameuse dispute matinale, ajoutant que sa femme était sortie et n'était jamais revenue. En rentrant chez lui, il a trouvé l'appartement plongé dans le noir et complètement vide. Alors il a multiplié les appels. Amis, connaissances, jusqu'à l'un des anciens professeurs de sa femme. À tous, il a raconté la même histoire. Le professeur lui a d'ailleurs conseillé 2 choses évidentes. Prévenir la police et demander au portier de l'immeuble s'il avait vu Gail. Le lendemain, 8 juillet 1985, vers 21h, il a fini par se rendre au commissariat, presque 24 heures après la disparition. Trop tard, diraient les enquêteurs, mais ce soir-là, il a joué son rôle d'époux inquiet. Face aux policiers, Robert a relaté la chronologie. Dispute à 11h du matin, Gail qui sort du domicile, habillée en tenue décontractée, et lui qui part à 17h30 pour son rendez-vous familial. À son retour dans la nuit, toujours aucune trace d'elle. Il a ajouté qu'elle avait peut-être prévu de se rendre à Central Park. Et pour orienter les soupçons ailleurs, il a insisté sur un détail, la fragilité de Gail. Il a expliqué qu'elle avait déjà tenté de mettre fin à ses jours dans sa jeunesse. Puis, comme pour appuyer son propos, il a évoqué les conclusions d'un thérapeute qui aurait affirmé qu'elle présentait des tendances suicidaires. Bref, Robert s'est appliqué à brosser le portrait d'une épouse instable, capable de disparaître par elle-même. La police, consciente de l'importance des premières heures, a lancé une recherche intensive. Pendant 2 jours, Gail a été activement cherchée. Mais, comme souvent dans ce genre d'histoire, les minutes se sont transformées en heures, puis en journées. Et le silence autour de sa disparition s'est épaissi. Robert n'a pas facilité la tâche aux enquêteurs. Le 8 juillet, les policiers lui avaient laissé plusieurs messages, mais il n'a rappelé que le 10. Et là, au lieu d'apporter de nouveaux éléments,
Il a simplement demandé où en étaient les recherches, avant de convenir d'un rendez-vous 3 jours plus tard. Ce comportement a éveillé les soupçons. Les autorités ont commencé à penser que le docteur cachait quelque chose, d'autant que personne, absolument personne, n'a vu Gail quitter l'immeuble le jour de sa disparition. Pendant que la police avançait difficilement, les proches de Gail ont agi eux-mêmes. Ils ont placardé des affiches, distribué des descriptions et sillonné les rues. Tout le monde s'est posé la même question. Où était-elle? Que lui était-il arrivé? Sa sœur Hélène, 27 ans, étudiante en droit, s'est d'abord efforcée de rester calme. Mais l'angoisse l'a vite envahie. Gail n'est pas rentrée, elle n'a contacté personne, a manqué ses rendez-vous avec ses patients et même ses séances de thérapie. Pour Hélène, une évidence s'est imposée. Robert avait tué sa sœur. Elle ne s'est pas basée sur une intuition. Elle connaissait trop bien les confidences de Gail, ce qui se passait derrière les portes closes. Les parents, Emmanuel et Sylvia, eux, sont restés dans l'ignorance jusqu'à ce que Hélène brise le silence et raconte tout à sa famille comme au détective Thomas O'Malley. Elle a évoqué la fois où Robert avait surpris Gail en train de fumer sur le balcon. Il l'a saisie par le cou, l'a serrée si fort qu'elle a perdu connaissance. Gail a porté plainte, mais 4 jours plus tard seulement, et la procédure n'a mené à rien. La police n'a rien fait. Elle a aussi raconté un dîner où Robert avait donné un morceau de sushi à Gail, avant d'essayer de nourrir sa belle-sœur de la même manière. Un geste déplacé et troublant. Peu à peu, Emmanuel et Sylvia ont compris, leur gendre n'était pas l'homme parfait, mais un prédateur. Ils en ont été convaincus, il avait tué leur fille. La visite à l'appartement de Manhattan a fini de sceller leur certitude. Tout y était. Sacs, papiers, argent, cigarettes, clés. Personne ne part refaire sa vie en abandonnant tout cela. Pour la famille Katz, une chose est alors devenue claire. Robert avait été négligent. Il avait peut-être effacé des traces, mais il avait oublié l'essentiel. Le sac, le témoin muet de ce qui s'était vraiment passé. À ce moment-là, personne ne le savait encore, mais la recherche de la vérité derrière la disparition de Gail est devenue une course d'obstacles interminable, entre mensonges et fausses pistes. Le 14 juillet, lors d'une réunion pour retrouver Gail, Robert a déclaré à l'amie de sa femme, Marianne Dessart, qu'elle faisait peut-être tranquillement ses courses chez Bloomingdale's. Un commentaire déplacé qui a renforcé les soupçons, mais sans preuve solide, rien n'a été retenu contre lui. Famille et amis ont alors mené leurs propres recherches. Certains ont détourné l'attention de Robert, tandis que d'autres ont fouillé son appartement et même les poubelles de l'immeuble. Steve, le frère de 15 ans, a inspecté la chambre et la salle de bain, mais il n'a rien trouvé. Hélène, de son côté, a contacté 2 anciens amants de sa sœur. Ken Feiner, psychologue, a confié que Gail pensait quitter Robert pour l'épouser, lui, mais il n'avait plus de nouvelles. Anthony Segalas, banquier et autre ex-amant, a confirmé ce silence. Les Katz ont gardé l'espoir d'un miracle, mais chaque jour qui passait l'a affaibli. Leur certitude, en revanche, n'a jamais faibli. En restant proche de Robert, ils finiraient par découvrir la vérité. Robert, sentant la pression, a engagé l'avocat Scott Greenfield. Dès lors, 2 camps se sont opposés. Robert, sa famille et un détective privé contre les Katz, épaulé par le détective Thomas O'Malley.
Les Beerenbaum ont affirmé que Gail avait pu fuir avec un autre homme, voire se suicider, tandis que les Katz restaient convaincus que Robert l'avait tué. Des mois plus tard, l'inspecteur Andy Rosenwag a exploré la passion de Robert pour l'aviation. Il a découvert que, le 7 juillet 1985, jour de la disparition, Robert avait piloté un Cessna 172 et trafiqué les registres pour faire croire qu'il avait volé le lendemain. L'hypothèse était claire. Robert avait tué Gail, transporté son corps dans l'avion et l'avait jeté dans l'Atlantique. Mais sans corps ni preuve matérielle, aucune poursuite n'a été possible. En février 1987, une fouille du Cessna et de la Cadillac de Marvin, le père de Robert, a eu lieu avec du luminol. Résultat, aucune trace de sang. Encore une fois, il s'en est tiré, comme si l'océan avait englouti à la fois Gail et la vérité. En mai 1989, presque 4 ans après la disparition de Gail, un torse a été retrouvé flottant sur une plage de Staten Island. Identifié comme étant celui d'une femme, il a été comparé à de vieilles radiographies thoraciques de Gail. Le verdict a confirmé qu'il s'agissait bien d'elle. Mais un détail glaçant a émergé. Les restes n'étaient dans l'eau que depuis 2 ou 3 mois. La question s'est donc imposée. Où Gail avait-elle été pendant ces 4 années? Pour la famille Katz, le choc a été immense, mêlé à un certain soulagement. Ils ont enfin pu enterrer leur fille. Quelques mois plus tard, Sylvia, la mère, s'est éteinte et on l'a enterrée aux côtés de Gail. Tous ont reconnu que la tragédie et les années d'incertitude lui avaient brisé le cœur. Pendant ce temps, Robert a poursuivi sa vie comme si de rien n'était. Soirée mondaine, week-end au Hampton, nouvelle conquête. Il a officialisé sa relation avec Sandy Schitt, une avocate, à qui il a parlé dès le début de la disparition de Gail. Leur relation a duré 3 ans, sans dispute selon elle, avant que Robert ne parte à Las Vegas ouvrir une clinique de chirurgie plastique. Peu après, il a rencontré Stephanie John Bloth, une chiropraticienne. Leur relation semblait idyllique. Voyages, ski en Argentine, implication dans l'association Flying Doctors of Mercy. Mais Stephanie a découvert que Robert lui avait caché son mariage avec Gail et surtout sa disparition. Elle a accepté son silence et gardé le secret. La façade s'est fissurée quand Robert a explosé 2 fois en public. Après le second incident, elle a proposé une thérapie. Rapidement, le spécialiste a conclu que Robert était instable et dangereux. Il l'a mise en garde sans détour. « Quittez-le, votre vie est en danger. » Encore une fois, un psy a eu le pressentiment que l'amour avec Robert pouvait se transformer en condamnation à mort. Stephanie a fini par mettre un terme à leur relation, mais Robert a poursuivi sa vie comme si de rien n'était. En 1994, le destin s'est encore acharné sur les Katz. Emmanuel, le père, est décédé, 5 ans après Gail et Sylvia. Leur seul réconfort a été d'avoir pu enterrer leur fille avant de partir. 1 an plus tard, Robert a commencé une relation avec Janet Collette, obstétricienne gynécologue à Las Vegas. Ils se sont vite fiancés. Peu après, il a obtenu une copie du certificat de décès de Gail. S'il avait mentionné sa femme disparue, il avait omis de dire qu'il était le principal suspect. Lorsque Janet a découvert le document, elle l'a confronté. Il a servi une version arrangée et elle a choisi de le croire. En 1997, le bureau du procureur de Manhattan a rouvert le dossier classé depuis des années.
les restes attribués à Gail ont été exhumés. Grâce aux avancées de l'ADN, le résultat a bouleversé toute l'affaire. Ce n'était pas Gail. La tombe du cimetière Mount Zion à Queens n'abritait donc personne. Sous la pierre où l'on pouvait lire « Gail Beth, fille aimée, petite fille et sœur », il n'y avait que du vide. Un an plus tard, Robert et Janet se sont mariés, puis ont déménagé dans le Dakota du Nord. En 1998, leur fille est née. Robert semblait enfin avoir la famille dont il avait toujours rêvé. Mais Hélène, devenue avocate, n'a jamais cessé de se battre. Elle a multiplié les interventions médiatiques et les démarches pour maintenir le nom de Robert associé à la disparition de sa sœur. La police a relancé les auditions et d'anciennes conquêtes de Robert ont parlé. Roberta Karnowski, avec qui il avait eu une liaison dès 1985, a confié qu'elle était convaincue qu'il avait jeté le corps de Gail depuis un avion. Elle a rappelé que son registre de vol avait été falsifié. Ces nouveaux témoignages, renforcés par l'avis du docteur Michael Stone sur la dangerosité de Robert, ont permis au procureur d'agir. Le 8 décembre 1999, Robert Bierenbaum a été inculpé pour meurtre au second degré. Âgé de 45 ans, il a plaidé non coupable. Libéré sous caution de 500 000 $, payé par son père, il a attendu son procès en liberté. Ironie du sort. Au Dakota du Nord, il s'était forgé une image de chirurgien brillant et philanthrope, héros local grâce à ses missions humanitaires au Mexique. Mais derrière cette façade se cachait un mari soupçonné d'avoir utilisé une Cessna comme cercueil volant. L'affaire Bierenbaum-Katz a attiré une grande attention médiatique. Plusieurs émissions ont reconstitué les hypothèses. L'une a montré le docteur Michael Stone rédigeant le document d'avertissement destiné à Gail, une autre a simulé la thèse du corps jeté depuis un avion, en larguant un sac de sable de 54 kilos. Dans ce même programme, on a diffusé la scène où Hélène, face à Robert au tribunal, lui a lancé « Dis-le que tu es innocent ». Un mois avant le procès, Vanity Fair a publié un article retraçant la vie de Gail. Ses petits boulots via son service Help, les témoignages de clientes comme Francesca McCarney-Bill, qu'il a trouvée merveilleuse mais en difficulté, et de Leg McCulloch, sa mentor, qui lui avait donné un chèque de 500 $ pour l'aider à partir, mais que Gail n'avait jamais encaissé. Francesca s'est aussi rappelé que le matin du 7 juillet 1985, elle avait demandé une aide médicale à Robert. Une requête qui, selon elle, aurait déclenché la dispute fatale. À l'approche du procès, l'étau s'est resserré. L'affaire a été confiée à la juge Leslie Crocker Snyder, surnommée la princesse de fer, connue pour son empathie envers les femmes victimes de violences. Mais un coup dur est tombé. Les psychiatres de Gail n'ont pas eu le droit de témoigner, secret médical oblige. Le procès de Robert s'est ouvert en octobre 2000. L'accusation a affirmé qu'il avait tué sa femme Gail dans un accès de rage lorsqu'elle voulait le quitter, puis avait jeté son corps depuis un avion. La défense a plaidé l'absence de preuves matérielles, parlant d'une disparition inexpliquée, et a tenté de semer le doute avec un témoin affirmant avoir aperçu Gail après sa disparition, témoignage jugé non crédible. Des proches ont témoigné,
sa coiffeuse a confirmé que Gail cherchait à partir et un document médical a révélé ses confidences sur les violences de Robert. Le registre de vol falsifié et les multiples mensonges de l'accusé, maladie mentale, fuite en Californie, deal de drogue, ont pesé lourd. Le 31 octobre 2000, après 7 heures de délibération, le jury l'a déclaré coupable de meurtre au second degré. Un mois plus tard, il a été condamné à 20 ans minimum de prison, incarcéré à Attica. Pour la famille Katz, ce verdict a apporté un réconfort, même si le corps de Gail n'a jamais été retrouvé. En décembre 2020, 35 ans après les faits, Robert a avoué devant la commission de libération conditionnelle. Il avait étranglé Gail lors d'une dispute, puis avait jeté son corps dans l'Atlantique depuis son avion. Il a parlé d'immaturité et d'incapacité à gérer sa colère, des excuses jugées pathétiques. Pour Hélène et Steve, frères et sœurs de Gail, cet aveu a été un choc, mais aussi la confirmation qu'ils avaient toujours eu raison. L'affaire Gail Katz Birenbaum reste une tragédie. Gail a cru qu'elle pouvait changer un homme violent, illusion qui lui a coûté la vie. Grâce à la persévérance de sa famille, la vérité a fini par éclater. Cette histoire rappelle que les mensonges peuvent masquer la réalité pendant des décennies, mais que la ténacité finit par la révéler. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.